Un seul chiffre peut-il vraiment résumer le rêve d'un peuple prêt à briser ses chaînes? Aujourd'hui, au Burkina Faso, la question brûle toutes les lèvres, car derrière la somme écrite en toutes lettres, 38 milliards de francs CFA, une révolution silencieuse gronde, portée non par des bailleurs étrangers, mais par les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso elles-mêmes. 38 milliards. Ce chiffre énorme résonne comme un défi collectif, un signal à la fois d'espoir et de défiance face à l'histoire. Ce n'est plus un simple objectif budgétaire fixé pour l'année 2026. C'est le pari de bâtir des routes, de soigner les malades, d'instruire la jeunesse en puisant dans les propres forces du pays. Le Burkina Faso ose tourner le dos aux préconditionnés, refuse que son développement soit dicté à distance. Ce choix est risqué, presque insensé. Mais il marque une rupture, l'ambition de s'affranchir enfin de la tutelle financière occidentale. Car si ce projet échoue, ce sont bien plus que des routes ou des écoles qui s'effondrent. Ce sont des espoirs d'émancipation qui s'éteignent, une dette qui se creuse et une occasion unique de refonder la nation qui s'évapore. Pour les Burkinabés, tout se joue maintenant. Réussir à investir dans leurs propres infrastructures, renforcer la solidarité, restaurer la confiance envers leurs institutions. Pourtant, comprendre la portée de ce chiffre exige de revenir sur une histoire longue de dépendance et sur les raisons profondes qui forcent aujourd'hui ce pari audacieux. Mais comment ce pays en est-il arrivé à cette croisée des chemins? Pour le comprendre, il faut plonger dans les racines de la dépendance financière qui a façonné le Burkina Faso depuis des décennies. Pendant longtemps, la trajectoire du développement burkinabé semblait fixée hors de ses frontières. Pourquoi le Burkina Faso a-t-il autant compté sur l'aide internationale pour financer ses infrastructures et sa croissance? Pour saisir l'ampleur du phénomène, il faut revenir plusieurs décennies en arrière. Dans les années qui ont suivi l'indépendance, le pays a noué des partenariats financiers avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou encore l'Agence française de développement. Ces institutions ont injecté des ressources, mais toujours sous conditions. Réduction des dépenses de l'État, ouverture du marché aux acteurs étrangers, diminution des subventions pour les secteurs clés. Cette dépendance a obligé les autorités à faire des choix douloureux. Pour se conformer aux exigences extérieures, elles ont souvent coupé dans leur propre budget. Résultat, moins d'investissements pour les hôpitaux, les écoles, les routes. La croissance, certes présente, tournait entre 4 et 5% par an, trop peu face à une jeunesse nombreuse et des besoins immenses. Dans les villes, cette réalité s'est traduite par des routes dégradées, des écoles bondées, des hôpitaux débordés et des quartiers mal desservis par les services d'assainissement. Année après année, les défis urbains se sont multipliés, tandis que la capacité de l'État à y répondre peinait à suivre. Même en modernisant l'économie, les recettes publiques restaient non faibles, autour de 22% du produit intérieur brut. Le gouvernement continuait d'emprunter, alourdissant une dette qui, finalement, a dépassé la moitié du PIB. Ce n'était pas encore la crise, mais la marge de manœuvre, elle, se réduisait dangereusement. Le véritable problème, c'est qu'en restant dépendant, le Burkina Faso n'a jamais vraiment pu choisir ses priorités. Impossible de placer la santé, l'éducation ou le développement urbain au premier rang sans l'accord des bailleurs internationaux. Les grandes décisions étaient souvent prises ailleurs, reléguant les besoins nationaux au second plan. Ce sentiment d'impuissance s'est enraciné chez beaucoup de Burkinabés. La jeunesse surtout voit bien que le rythme des progrès ne suit ni ses attentes, ni l'ampleur de ses besoins. Rester dans ce cycle, c'est accepter que l'avenir du pays se décide toujours à l'étranger. Mais aujourd'hui, une nouvelle dynamique s'amorce. Deux villes majeures du pays s'apprêtent à défier ce modèle de dépendance. Là où les routes s'effritent et les écoles débordent, chaque franc investi devient un geste de survie et d'espoir collectif. Ouagadougou, aujourd'hui forte de plus de 3,5 millions d'âmes, s'étend à une allure fulgurante. Chaque aube, la capitale engloutit de nouveaux quartiers, cherchant à répondre aux besoins de milliers de familles. À l'ouest, Bobo-Dioulasso, cœur commercial du Burkina Faso, pulse au rythme des marchandises, des travailleurs, des idées, la ville s'affirme indispensable au dynamisme du pays. Mais ce développement effréné laisse des cicatrices. Les routes, rongées par le temps et la densité, cèdent sous le flot ininterrompu de véhicules. Les canalisations, vétustes et souvent bouchées, ne retiennent plus les pluies, exposant des quartiers entiers aux inondations et aux maladies. Dans les écoles, les bancs sont saturés, parfois plus de 60 enfants par enseignant à l'écoute dans une chaleur étouffante. Les hôpitaux étirent dans leurs maigres ressources, files d'attente interminables, pénurie de lits, d'équipements et de médicaments essentiels. À ce stade, mobiliser les ressources localement n'est plus un choix, mais une question de survie.
Investir chaque franc collecté dans les infrastructures, c'est garantir des routes praticables, des salles de classe dignes, des soins accessibles. La prospérité nationale dépend directement de la santé financière de ces villes. Si Ouagadougou et Bobo-Dioulasso échouent à financer leur avenir, la ville s'asphyxie. Déclin des soins, effondrement des écoles, paralysie des transports. Le risque, voir les jeunes partir, l'économie s'éteindre et la population sombrer dans la précarité. L'enjeu est vital. Il s'agit de permettre à chaque Burkinabé de reprendre en main son destin. Mais comment ces deux villes entendent-elles franchir ce cap que tant d'autres n'ont jamais atteint ? Pour comprendre leur pari, il faut plonger au cœur d'une mobilisation inédite. C'est là que commence la bataille pour l'autonomie financière du pays. L'argent est déjà là, tapi dans les failles du quotidien. Il attend d'être révélé, organisé et mis au service du public. L'enjeu n'est pas de découvrir de nouveaux trésors cachés, mais de libérer, par des réformes concrètes et audacieuses, la puissance des ressources locales. Pour les villes, l'autonomie commence par la volonté de transformer l'existant. Première étape, moderniser la fiscalité. Optimiser la collecte des impôts auprès des marchés, des entreprises et des services urbains devient crucial. Chaque transaction, chaque commerce, chaque service peut devenir une source stable de revenus communs, à condition d'installer des outils de suivi fiables et équitables. Prenons l'exemple de la ville de Dakar, au Sénégal, qui a lancé un programme de modernisation fiscale il y a une décennie. Grâce à la digitalisation des paiements, la ville a doublé ses recettes en moins de 5 ans. Les commerçants, désormais mieux informés, participent plus volontiers à l'effort commun, car ils voient concrètement la répercussion de leur contribution. La réforme du cadastre, trop longtemps repoussée, s'impose désormais. Digitaliser et fiabiliser les registres fonciers ouvre enfin la possibilité de taxer les propriétés et les terrains de manière juste. Ce levier fiscal, jusque-là sous-utilisé, peut générer des montants considérables, tout en encourageant la régularisation et la valorisation du patrimoine urbain. On peut penser à la Côte d'Ivoire, qui a mené une réforme similaire dans les années 2010. La ville d'Abidjan a pu financer de nouveaux quartiers résidentiels, améliorer les routes et bâtir des écoles, tout cela grâce à une meilleure gestion foncière. Les propriétaires, rassurés par la clarté du système, ont été plus enclins à payer leurs taxes. Les services urbains cachent eux aussi un potentiel majeur d'autonomie. En modernisant la gestion des déchets, le stationnement ou les transports en commun, les municipalités peuvent instaurer des redevances transparentes, proportionnées aux moyens de chacun. Ces recettes vont directement à l'entretien et à l'amélioration de la vie des habitants. À Casablanca, au Maroc, la gestion municipale des déchets a été confiée à une société mixte qui a permis d'augmenter les recettes et d'offrir un service de meilleure qualité. Les quartiers sont plus propres, les maladies ont diminué et les habitants sont fiers de contribuer à l'effort collectif. Les partenariats publics-privés offrent une autre voie stratégique. En s'associant à des entreprises locales, les villes peuvent financer des infrastructures, attirer de nouveaux investissements et partager le risque. Cette coopération insuffle de l'énergie à l'économie tout en gardant la main sur les choix collectifs. Dans les années 2000, la ville de Nairobi au Kenya a mis en place de tels partenariats pour rénover son réseau d'eau potable. Résultat, des milliers de familles ont désormais accès à l'eau, la productivité économique locale a augmenté et la confiance dans les institutions s'est accrue. Mais sans transparence ni rigueur, tout cela s'effondre. L'argent se volatilise, la corruption s'installe et l'autonomie promise n'est plus qu'une chimère. Pour éviter ce piège, il faut renforcer la transparence budgétaire. Budget participatif, numérisation des transactions, publication régulière des comptes. Chaque citoyen doit pouvoir suivre, questionner, approuver l'utilisation des fonds publics. Un exemple marquant est celui de Porto Alegre au Brésil, où le budget participatif permet chaque année à des milliers d'habitants de décider directement de l'allocation des ressources municipales. Cette méthode a renforcé la confiance, réduit les détournements et inspiré de nombreuses autres villes à travers le monde. À chaque étape, le défi reste le même: forger, à partir de ressources dispersées, une force collective. Si les réformes tiennent leurs promesses, plus de 38 milliards de francs CFA seront mobilisés, non pas dans un futur incertain, mais dès l'année 2026, pour répondre directement aux besoins des Burkinabés. Mais la route vers l'autonomie ne s'arrête pas à la mobilisation de fonds. Elle exige un changement profond de mentalité et de gouvernance. Comment passer de la promesse à la réalité et faire de chaque franc mobilisé un moteur de confiance et de transformation ? Au-delà des montants, ce sont les vies de chaque enfant, de chaque malade, de chaque commerçant qui seront bouleversées.
Derrière chaque franc collecté localement se cache une promesse réelle, changer le quotidien et raviver l'espoir d'un avenir meilleur pour toute une nation. Imaginez des routes enfin réparées, reliant les quartiers sans détour ni danger. Les trajets deviennent plus courts, les coûts de transport diminuent et l'accès aux écoles et marchés s'améliore. Les familles passent moins de temps dans les embouteillages, les commerçants voient leur clientèle croître et l'activité de la ville s'intensifie. Dans les écoles, les changements sont immédiats. Plus de classes construites grâce à ces ressources internes signifie de moins d'élèves par salle. Les enseignants peuvent accompagner chaque enfant, les résultats scolaires progressent et chaque famille retrouve l'espoir d'un avenir meilleur pour ses enfants. La santé publique, si longtemps ignorée par manque de moyens, revient au centre des priorités. Les investissements locaux servent à nettoyer les quartiers, renforcer la collecte des déchets et lutter contre les maladies liées à l'insalubrité. Les cas de paludisme et d'infection diminuent. Les enfants grandissent dans un environnement plus sain. Mais au-delà de ces résultats concrets, c'est la dynamique créée qui transforme le pays. Voir les ressources collectées et investies localement insuffle une nouvelle confiance collective. Les citoyens redécouvrent la puissance de l'action commune. Progressivement, on ose croire que le destin du Burkina Faso n'est plus dicté par la dette ou l'aide, mais façonné par la volonté partagée de ses habitants. Ce modèle, s'il parvient à s'imposer, pourrait inspirer d'autres villes du Sahel et montrer au continent qu'une autonomie construite par et pour ses citoyens est possible. Pourtant, les risques sont immenses. Un échec marquerait durablement les esprits, alimentant la méfiance envers les institutions pour des générations. Le pari actuel porte donc sur la restauration d'un véritable contrat de confiance entre l'État et sa population. Alors, que faut-il retenir et pourquoi ce moment pourrait-il redéfinir l'avenir de toute une région ? Car derrière chaque décision prise aujourd'hui se joue bien plus qu'un simple calcul budgétaire. C'est la capacité d'un peuple à reprendre son histoire en main qui est en jeu. L'indépendance ne se forge pas à coups de slogans, mais dans chaque action locale qui dessine le progrès commun. Pour Ouagadougou et Bobo Dioulasso, l'heure de vérité a sonné. Leur engagement à mobiliser plus de 38 milliards de francs CFA d'ici 2026 n'est pas qu'une somme. C'est un cri, un signal envoyé au pays entier et au continent. Désormais, l'avenir ne se dictera plus uniquement depuis l'étranger. Ce choix dépasse la simple gestion budgétaire. Il trace une nouvelle route où chaque impôt, chaque taxe, chaque initiative s'ajoute à l'édifice national. Routes, écoles, hôpitaux, accès à l'eau potable. L'autonomie financière ne naît pas dans les discours, mais dans l'engagement, la transparence et la confiance tissée entre l'État et ses citoyens. Il faut mesurer la gravité de cette étape. L'histoire du Burkina Faso est jalonnée de décisions difficiles, souvent imposées de l'extérieur. Cette fois, la réussite ou l'échec de la mobilisation interne décidera de la capacité du pays à répondre à ses propres besoins, s'employer sous la dette ou des réformes étrangères. Votre implication ou votre silence écrira l'histoire de votre ville, de votre pays et peut-être de tout un continent. L'indépendance réelle commence là où chacun accepte de participer à l'effort collectif, non par obligation, mais par conviction. Les 38 milliards ne sont pas une fin en soi. Ils incarnent des milliers de gestes quotidiens, des choix, parfois des sacrifices, mais surtout une volonté partagée de croire que le changement peut venir d'en bas. Regardez ces villes. Elles portent la charge de prouver que l'Afrique peut inventer ses propres modèles. La force d'un État repose sur la solidité de ses racines locales. Du plus humble commerçant au plus grand entrepreneur, chacun devient acteur du changement, simplement en s'impliquant, en exigeant des comptes et en défendant l'intérêt général. Ce tournant exige vigilance et engagement. La tentation de l'indifférence est grande et facile. Pourtant, chaque geste compte, chaque voix porte. Ce n'est qu'à cette condition que l'autonomie pourra dépasser le symbole et devenir une réalité durable. Votre choix aujourd'hui, même discret, influencera le cours de demain. Désormais, le destin du Burkina Faso ne dépend plus seulement de fonds venus d'ailleurs, mais de la capacité collective à oser une nouvelle confiance et à miser sur le progrès commun. Pourtant, la complexité de ce défi exige d'aller plus loin, d'apprendre des succès et des échecs d'autres pays. Regardons l'exemple du Rwanda, qui, après des décennies d'aide internationale, a décidé d'investir massivement dans l'autonomie fiscale et l'innovation locale. En moins de 15 ans, Kigali, la capitale, est devenue l'une des villes les plus propres et les mieux organisées d'Afrique. Cette transformation ne s'est pas faite sans heurts. Elle a exigé discipline, transparence et participation citoyenne. Mais aujourd'hui, Kigali attire des investisseurs, crée des emplois et inspire ses voisins.
Ou encore, évoquons le cas du Botswana, qui a misé sur la gestion rigoureuse de ses ressources naturelles pour financer l'éducation et la santé. Plutôt que de s'endetter à l'étranger, le gouvernement botswanais a créé un fonds souverain, réinvestissant les revenus du diamant dans des infrastructures essentielles. Résultat, une croissance stable, une population mieux formée et une capacité à résister aux chocs externes. Pour le Burkina Faso, la voie est différente, mais l'inspiration demeure. Il s'agit de mobiliser l'épargne locale, d'encourager l'entrepreneuriat, de valoriser chaque parcelle de terrain, chaque atelier, chaque marché. C'est dans la microfinance, par exemple, que de nombreux Burkinabés ont trouvé des solutions pour financer l'école de leurs enfants ou améliorer leur commerce. Les tontines, ces associations d'épargne communautaire, montrent que la solidarité peut pallier l'absence de crédit bancaire traditionnel. Concrètement, que pouvez-vous faire, vous qui habitez Ouagadougou, Bobo-Dioulasso ou ailleurs? Premièrement, informez-vous et informez les autres. La transparence commence par l'accès à l'information. Demandez à votre mairie comment sont utilisés les fonds, exigez des comptes clairs, participez aux réunions publiques quand elles existent. Une population informée est une population puissante. Deuxièmement, payez vos taxes et encouragez vos voisins à en faire autant. Ce geste, parfois vu comme une contrainte, est en réalité la première pierre de l'autonomie. C'est en payant ses impôts localement que l'on donne à sa ville les moyens d'agir. Troisièmement, surveillez et signalez toute tentative de corruption ou de détournement. L'intégrité collective se construit quand chacun refuse de fermer les yeux sur les abus. Des plateformes citoyennes existent pour transmettre des alertes en toute sécurité. Quatrièmement, soutenez les initiatives locales, qu'elles soient portées par des associations, des entreprises sociales ou des coopératives. Beaucoup de quartiers ont vu naître des jardins partagés, des ateliers de recyclage, des réseaux d'entraide qui transforment concrètement la vie quotidienne. Plus l'action locale est forte, plus la ville devient résiliente. Enfin, inspirez-vous et inspirez les autres. Racontez autour de vous les succès, même modestes. C'est en valorisant les petits changements que l'on construit les grandes victoires. La fierté d'appartenir à une communauté dynamique est le moteur du progrès durable. L'histoire du Burkina Faso est marquée par la résilience. Quand la sécheresse frappait, les Burkinabés ont creusé des puits, inventé des systèmes d'irrigation, partagé le peu qu'ils avaient. Quand la crise politique menaçait, ils sont descendus dans la rue pour défendre leurs droits. Aujourd'hui, il s'agit d'une nouvelle bataille, celle de l'autonomie financière. Chaque époque a ses défis. Hier, il fallait conquérir l'indépendance politique. Aujourd'hui, il s'agit de gagner l'indépendance économique. Ce combat passe par des chiffres, mais aussi par des choix quotidiens, des actes de courage, des gestes de solidarité. 38 milliards de francs CFA ne sont pas seulement une somme. C'est le reflet d'une ambition collective, le témoignage d'un peuple qui refuse de s'enfermer dans la dépendance. C'est la volonté de dire « nous pouvons le faire par nous-mêmes ». Regardez autour de vous. Chaque route réparée, chaque école rénovée, chaque dispensaire équipé témoigne de la force du collectif. Et si demain, le Burkina Faso parvient à mobiliser ses fonds, à les investir avec sagesse et à en rendre compte avec transparence, alors le pays n'aura pas seulement relevé un défi financier. Il aura prouvé à toute l'Afrique que la confiance en soi est la première ressource d'une nation. La question n'est donc plus de savoir si 38 milliards de francs CFA suffiront. La question est, sommes-nous prêts à écrire ensemble la prochaine page de notre histoire ? Car au fond, l'autonomie ne se mesure pas à l'aune des milliards, mais à celle de la confiance retrouvée, de l'espoir partagé et de la capacité de chaque citoyen à dire « cette victoire, c'est aussi la mienne ».